Ok, aujourd'hui on va faire la 4e conf, si je dis pas de bêtises, de Néphro. C'est assez exceptionnel dans ce groupe, parce que d'habitude j'en fais 2. Donc je crois que vous êtes le seul groupe de Khalifa avec 4 confs. On avait dit que cette conf, ce serait une conf un petit peu bonus, surtout basée sur des troubles hydroélectrolytiques, où l'idée c'est de bien vous faire rentrer dans la tête l'hyponatrémie de manière simple, parce que c'est ce qui va tomber, c'est pas l'hypernatrémie qui va tomber à l'ECN. Il y aura peut-être un petit peu des désordres électrolytiques type hypokaliémie, mais on va bien voir l'hypokaliémie et l'hyponatrémie aujourd'hui dans un format de 2h45, 3h. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour ce qui est de la néphrologie, un petit peu transplantation rénale et néphrologie froide, on a vu, je pense, un petit peu l'essentiel. Donc après, on peut se poser à la fin de la conf, hein, si vous avez des questions pour en rediscuter, mais c'est tout. Et donc, comme j'ai fait 4 conférences, d'habitude, j'en fais que 2, et que je vous refais des confs au 2e tour, il n'est pas impossible, on verra, mais il n'est pas impossible que je vous refasse les 2 premières confs. Donc, ce sera à voir sur la 6 confs de Néphro, ça va être un petit peu difficile, donc à voir, on vous tiendra au courant, mais il n'est pas impossible que je refasse les 2 premières confs pour ceux qui ne sont pas venus, notamment parce que à la première conf, il y avait les étudiants qui n'étaient pas au courant qu'on ferait ce format-là, donc il y a quand même des étudiants qui ont raté les premières confs, donc le dossier de GEM, le dossier de sténose, c'est impossible que je repropose à peu près la même chose. À voir ce à quoi je me mets d'accord avec Khalifa. Se trouve, je ferai du nouveau contenu, pourquoi pas, et je vous ferai dans ce cas d'autres dossiers que je considère tombables, mais on a quand même franchement fait le tour. Ok, donc aujourd'hui, dernière conf du tour numéro 1. Et donc, toujours la même chose, un code couleur, hein, vert, pas coché 0, rouge, si vous l'avez coché, c'est 0, bleu, les réponses justes, noir, les réponses fausses. Vous savez que maintenant, avec les échos, c'est Khalifa qui propose un nouveau programme. Il veut notamment contacter Alice Bourges, si jamais ça vous intéresse d'avoir du contenu supplémentaire, notamment pour être formé aux échos avec des conférences le lundi soir, des notions fondamentales, ça dure 3 heures, et des séances de simulation. Bref, c'est un truc assez bien fait. Donc, c'est que si jamais ça vous intéresse, Khalifa vous propose cela, et notamment des fiches gestes et des fiches de collection avec un petit peu de contenu pour que vous puissiez préparer les échos dans les meilleures conditions. C'est quand que vous passez les échos? Dans 2 ans, ouais. Et vous vous formez déjà ou vous en avez en stage? Comment ça se passe en stage? Ils vous en font combien par de la fin du stage? Et ça va, vous trouvez ça comment? Ça dépend lesquels, hein. Moi, je trouve que c'est un format un peu particulier quand même. La manière dont on cote. Moi, j'avais fait passer les échos à des étudiants quand j'étais chef de clinique à Mont-d'Or. Là, c'était sur une fracture de la clavicule. Pour avoir 50% des points, il fallait y aller, hein. Alors que pourtant, en pratique, fracture de la clavicule, c'est très compliqué. On a mal là, on fait une radio et c'est terminé. Mais c'est vrai, hein. Mais tu vas aux urgences, tu dis je suis tombé, j'ai mal là, tu finis à minima avec une radio. Et pourtant, pour avoir les points, c'était la croix et la bannière. Il fallait rechercher des signes qui n'existaient pas. Il fallait éliminer une luxation d'épaule. La manière dont c'est tourné, je trouve pas ça adéquate. Malheureusement, la formation pour les futurs internes change un peu tous les 5-6 ans. Cette fois-ci, moi, je suis pas convaincu. Mais bon. L'idée est bien. L'idée est bien, parce que l'idée est de valoriser l'examen clinique et le fait d'aller en stage. Sauf qu'en fait, l'idée est bien, mais en pratique, c'est mal fait, quoi. Mais la forme est mauvaise, mais le fond est bien. Sur ce, un premier mini DP. Alors, qui l'a préparé? C'est déjà pas mal. C'est souvent ceux du premier rang qui préparent les DP. Encore? Bon, donc ça, c'est un peu du direct live alors. Et bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, on va raisonner en direct live. C'est un peu le principe de la conf. Pourtant, il me semble bien les avoir
prévenu. Vous recevez aux urgences de Édouard Herriot, un patient de 67 ans, amené par le SAMU. Sa femme a appelé le 15 car elle le retrouvait confus et désorienté depuis plusieurs heures. Vous n'oubliez pas, à l'ECN, hein, vous avez un brouillon, donc vous posez, vous avez le temps pour pouvoir répondre au dossier. Donc vous notez toutes les choses qui vous paraissent pertinentes. Mais il est suivi en cardiologie pour une hypertension artérielle sous trithérapie, amlodipine, bisoprolol, hydrochlorothiazide. L'amlodipine, vous vous rappelez ce que c'est? C'est une dihydropyridine. Hein. Donc c'est un antihypertenseur qui est bradycardisant ou pas? Non, il est non bradycardisant. C'est quoi son mécanisme d'action? Alors un inhibiteur calcique, ouais, mais comment ça va fonctionner sur le plan physiopathologique? Ah non, raté. C'est un vasodilatateur artériel, hein. D'accord? Ça va bloquer l'action du calcium sur les vaisseaux sanguins, ça va vasodilater les vaisseaux, aussi bien artériels et à minima veineux, mais surtout artériels. Et donc, quand vous vasodilatez massivement les artères, qu'est-ce que ça fait comme principal effet secondaire? Hypotension orthostatique, oui, mais c'est aussi, tu as raison, même si c'est aussi l'effet un peu recherché de baisser la pression artérielle, mais l'effet secondaire qui gêne les patients qui ont une dihydropyridine, c'est quoi? Le QT, non, puisque ça ne joue pas sur le cœur. Soyez logique. Des œdèmes des membres inférieurs, c'est le principal effet secondaire des dihydropyridines. Vous mettez quelqu'un sous dihydropyridine, il vient vous revoir en consulte 2 semaines après, il vous dit docteur j'ai des œdèmes, et quand il va voir le médecin traitant dit oh il y a des œdèmes, il le met sous l'azilix et là c'est la cata. Il faut bien examiner le patient, c'est des œdèmes qui peuvent prendre un peu le godet, mais ça remonte rarement au-dessus des chevilles, c'est des petits œdèmes pas embêtants, il faut leur dire de mettre des bas de contention et si vraiment ça les embête trop, vous changez de classe, mais c'est le principal effet secondaire. Ça va tomber à l'ECN, si ça tombe, quel est le principal effet secondaire des dihydropyridines, c'est les œdèmes des membres inférieurs par vasodilatation artérielle. Le bisoprolol, c'est quoi? C'est un bêta-bloquant, merci. Il est cardiosélectif ou pas? Ouais, celui-là, il est cardiosélectif, il va jouer surtout sur le cœur, à minima sur les vaisseaux, il va être hypotenseur artériel, surtout par un effet inotrope, chronotrope négatif, où il va diminuer la contraction cardiaque et la fréquence cardiaque, et par ce biais-là, la pression artérielle va baisser, puisque vous vous rappelez que la pression artérielle, c'est la résultante de la fréquence cardiaque, entre autres, et des résistances vasculaires. D'accord. Très bien, l'hydrochlorothiazide, c'est un peu dans son nom, c'est quoi? C'est un diurétique thiazidique. Il va être hypotenseur par 2 mécanismes. Le premier mécanisme, ça va être un petit peu diurétique, donc il va diminuer le volume plasmatique. C'est comme ça qu'il va réguler un petit peu la tension, il va baisser le pouls sodé, mais en plus, et c'est un mécanisme un peu mal connu, il a aussi à moyen terme un effet vasodilatateur artériel. Donc il va y avoir un effet immédiat sur la tension qui est la baisse du pouls sodé. Si jamais je vous fais prendre là d'un coup tous 20 grammes de sel, je vous ouvre le gosier et je vide le sel la baleine là dans le gosier, vous prenez tous 2 kilos immédiatement. Pourquoi? Parce que même si vous allez éliminer le sel avec une fonction rénale normale, il va y avoir une limite au bout d'un moment. Si on se tape tous, pour ceux qui aiment la raclette, quand on se tape une raclette et qu'on se pèse le lendemain, on a encore une balance hydrosodée qui est positive. Le rein est incapable d'éliminer un repas sodé comme une raclette le soir, c'est impossible. Donc, quand on se pèse le lendemain et qu'on dit j'ai pris 3 kilos, non, tu as pris 2 kilos d'eau et 3 kilos d'eau, c'est tout. Ok, donc premier effet, déplétion du pouls sodé. Deuxième effet, vasodilatateur artériel à moelle interne. Il y a une fibrillation atriale qui est anticoagulée par Eliquis. Eliquis, c'est de l'apixaban. L'apixaban, c'est un anticoagulant oral direct. Très bien. Et apixaban, il y a un X dedans. C'est comme le rivaroxaban. X10, c'est un anti-DISA direct. C'est les nouveaux anticoagulants oraux. Quels sont leurs avantages? Ça diminue un peu le risque d'hémorragie cérébrale. Il n'y a pas besoin de surveillance biologique, c'est quand même pas mal. Ça évite de faire les INR tous les 4 matins. Les inconvénients, il n'y a pas d'antidote. Oui, effectivement, il n'y a pas d'antidote direct. Et, pardon? Ouais, exactement. Alors, le rivaroxaban interdit en dessous de 30 ml par minute. L'apixaban, maintenant, jusqu'à 15, ça passe, voire même
On commence à dire que chez le dialysé, c'est OK, mais chez l'insuffisant rénal, on évite les anticoagulants oraux directs. Un autre avantage que vous ne m'avez pas dit, beaucoup moins d'interactions médicamenteuses. Beaucoup moins d'interactions médicamenteuses que les AVK. OK. Et maintenant, on les appelait les nouveaux anticoagulants oraux. Maintenant, c'est les anticoagulants oraux, puisque ça fait bien longtemps qu'on les prescrit. OK. Il y a encore quelques indications dans lesquelles on ne peut pas mettre d'anticoagulants oraux directs, notamment cardio. Les prothèses mécaniques, c'est bien. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'on veut vraiment avoir un visu direct sur l'activité anticoagulante et c'est pour ça qu'on se base encore sur l'INR. Et vous vous rappelez, pour les prothèses mécaniques, on vise un INR plus haut, ça va dépendre du type de prothèse, sein de jute, etc. Ailette, pas ailette, habille, machin, on a différentes cibles, même si les vieilles prothèses, on les prescrit plus. Oui. Entre autres, je pense que parce que les études chez ce type de patients, même si maintenant elles doivent être faites, sont peut-être pas encore mises à jour dans les recos. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne les mettra pas chez les patients qui ont des rétrécissements mitraux sur des rhumatismes articulaires aigus, qui ont des prothèses mécaniques. Il est connu du service de psychiatrie pour un trouble bipolaire sous lithium, compliqué récemment d'une dépression mélancolique traitée par fluoxétine et mirtazapine. Mirtazapine, c'est un antidépresseur atypique. Fluoxétine, c'est quoi? ISRS, raté. Dommage. Anxétine, tu les as quasiment tous, mais si, c'est moi qui suis fatigué, bien sûr, tu as raison. Fluoxétine, c'est un ISRS. Quel est le seul qui n'est pas un ISRS qu'on prescrit souvent, l'ISRNA? Je suis fatigué. C'est la 20, c'est la 20 lafaxine. Ok. La fluoxétine, c'est le Prozac, non? Non, paroxétine, c'est Prozac peut-être. Bon. Paroxétine, fluoxétine, ISRS, vous avez tout à fait raison, excusez-moi. 20 lafaxine, ISRNA. L'effet secondaire de la 20 lafaxine, c'est quoi? Ça va être trouble hydroélectrolytique, notamment hyponatrémie, à minima des crises hypertensives. Là où la paroxétine, la fluoxétine, ça va surtout être des troubles hydroélectrolytiques type hyponatrémie. Il a une épilepsie stable sous dépakine. Ok. Il arrive, il est donc confus, un petit peu hypertendu, normocarde, 97% de SAT en air ambiant à pyrétique. L'interrogatoire est compliqué, le patient n'est pas cohérent, mais il ne semble pas exister de déficit neurologique focal. Il n'y a pas de raideur de nuque, ni de phonophotophobie, il existe une plaie au niveau du scalp. Bon. Donc ça veut dire quoi la plaie au niveau du scalp? Ouais, il est tombé, donc potentiellement traumatisme crânien, tout à fait. Chez un patient anticoagulé, on le verra après. Le patient semble normo-hydraté, l'examen cardio-respiratoire.